Et si on jouait différemment? C'est la question que pose l'artiste Pal Thorson en 98 quand il propose une performance sur une borne d'arcade de Sega Rally 95. Sega Rally 95 est un jeu de course en tout terrain, arcade et compétitif. Mais par la seule action du joueur de prendre la route dans l'autre sens, la course se transforme. Les voitures concurrentes deviennent des obstacles qu'il faut éviter, et les 50 secondes avant le prochain checkpoint deviennent la durée totale du jeu. Le gameplay se transforme, le jeu devient différent, les virages sont moins évidents à repérer et laissent moins de visibilité aux joueurs, la vision est tronquée, les chocs avec les autres voitures sont violents, et les terrains changent abruptement entre le goudron et la boue. Et au lieu des conseils du copilote virtuel annonçant les virages sinueux, le joueur se retrouve avec un avertissement en grand sur l'écran. L'avertissement étant rouge clignote et masque une partie de l'écran. Une voix synthétique et monotone répète inlassablement le même avertissement. Le joueur ne joue pas correctement et les game designers le lui font savoir. Sega Rally 95 n'est plus un jeu de course, il devient autre chose. Et si on jouait différemment sans respecter les règles? C'est cette question toute simple qui a amené Pal Thorson à prendre l'autre direction de la course, et qui lui a permis d'avoir une expérience de jeu toute personnelle que peu ont expérimenté. Il a expérimenté un autre jeu où les réflexes sont de mise, plus intenses, plus courts aussi, et où les game designers sont frustrés et le font savoir. Jouer sans respecter les règles, c'est ce que font les glitch hunters et les speedrunners. Ils cherchent des glitches, ils les exploitent, ils cherchent les moyens de finir le jeu le plus rapidement possible, hors des règles du jeu lui-même, et en proposant de jouer différemment, ils produisent d'autres discours sur les jeux vidéo. Un speedrun, c'est une performance, c'est du spectacle, c'est l'ingéniosité de trouver des failles, mais c'est aussi une façon de parler du jeu vidéo comme d'un ensemble de lignes de code, de parler de la technique qui permet d'afficher les mondes virtuels, de proposer une vision plus abstraite du jeu, plus technique aussi. Et si on jouait différemment? Pour proposer un nouveau regard, une approche différente, une transversalité qui produit inévitablement des nouvelles questions, des nouveaux discours sur le média. Quand l'artiste Ken Shelley décide de ne plus jouer comme un soldat dans le jeu Day of Defeat, mais comme un reporter de guerre, il se fabrique une autre expérience de jeu qui n'est pas prévue. Sa façon de jouer et d'appréhender le jeu change, il ne peut plus répliquer au tir, il ne peut plus tuer. Il n'a plus que 2 interactions avec les autres joueurs, prendre des photos et être tué. Il doit surveiller constamment son environnement, chercher les endroits couverts les plus proches, il doit prendre le moins de risques possible, mais prendre des photos, parfois en plein milieu du champ de bataille, parfois en tournant le dos aux ennemis. Et ce qu'il se passe, c'est que l'artiste expérimente la vulnérabilité. La vulnérabilité de celui qui ne combat pas dans une zone de guerre, celui du civil, celui du journaliste, celui de l'humanitaire. Et un jeu qui ne se voulait pas engager politiquement, devient alors tout à fait politique et engagé. Le joueur a simplement décidé de jouer différemment, et il entraîne le jeu vidéo avec lui. J'ai longtemps joué différemment sans le savoir, avec un vieux MacBook que j'avais eu d'occasion. La machine avait déjà quelques années et n'était pas vraiment performante, et c'est par ce prisme que j'ai découvert beaucoup de jeux vidéo. C'est par une image saccadée et au trackpad que j'ai expérimenté Team Fortress 2. C'est dans la plus basse des qualités, avec la musique qui saute, que j'ai découvert Assassin's Creed. Et pourtant, c'est un jeu que j'ai adoré à l'époque. J'y suis revenu quelques années plus tard à l'occasion de la sortie d'un nouvel épisode, avec un ordinateur plus performant. Et j'ai été déçu de ce que j'y ai trouvé. Les décors m'ont semblé ternes et sombres, j'avais cette sensation étrange de parcourir des environnements pas vraiment familiers, mais pas vraiment nouveaux non plus. Et j'ai donc décidé de relancer Assassin's Creed sur ma vieille machine. Et là, un discours différent s'est produit. Le manque de shader rend les décors lumineux, presque surréalistes, oniriques. L'aliasing rajoute à l'étrangeté des scènes en faisant scintiller les végétations. La ville est presque abstraite à l'exception des bâtiments obligatoires comme les grandes tours et les bâtiments qui servent la narration. Le monde perd en détail, en nombre d'assets, alors que le personnage principal reste plutôt détaillé, et semble presque ne pas coller avec le jeu. Et cette expérience fabrique un discours sur la façon dont le jeu est designé, sur ce que les game designers considèrent important, les bâtiments, les combats et le personnage principal. Les ressorts du game design et le level design deviennent bien plus visibles, et dans le même temps ça crée une autre expérience, bien moins historique mais bien plus onirique. Et pourtant, à l'époque je pensais bien jouer. En fait, mon expérience était singulière. Et si on faisait jouer différemment? Cette question est au cœur des problématiques des jeunes game designers indépendants qui proposent des jeux, souvent courts mais fourmillant de bonnes idées, qui proposent des expériences intenses en quelques minutes pour peu que le joueur les accepte. Des jeux qui remettent en cause les standards et qui osent le quotidien et l'autobiographique. Ces jeux alternatifs sont importants parce qu'ils proposent de nouvelles expériences inattendues, comme par exemple Super Mario Kart 2 64, qui, derrière ses allures de bootleg de Mario Kart, propose un jeu de course sans classement, sans gagnant et sans perdant. Un jeu de course aux allures de road trip, où le joueur va voir les protagonistes sortir de leur rôle habituel pour proposer des moments de doute et de peur. Dans ce jeu, le joueur est amené à se perdre dans des paysages géométriques, presque abstraits. Le joueur est autorisé à sortir de la route. Et Chelsea Thunder, en surprenant le joueur avec ce mécanisme tout simple, elle lui propose aussi d'expérimenter l'exploration dans d'autres jeux, de s'autoriser à se perdre, de prendre le mauvais chemin, de ne pas gagner,
même dans un jeu de course. Et si on jouait différemment? Pour parler de jeux vidéo différemment, pour croiser les discours, parler de game design en baissant les performances, parler de level design en parlant d'architecture, parler d'un jeu sans le montrer, parler de sa sensibilité, parler d'un jeu comme d'un sujet de recherche, parler du game design, parler de l'esthétique, parler avec nostalgie, parler du plaisir de jeu, faire découvrir, parler d'un moment de gloire, parler des jeux sous un prisme personnel, parler de soi pour parler des jeux vidéo. Et si on parlait différemment des jeux vidéo? Il nous faut nous autoriser à en parler comme nous en avons envie, s'autoriser à s'intégrer nous-mêmes dans nos discours, intégrer nos envies, nos passions, nos sensibilités dans nos propos, s'autoriser à s'intégrer nous-mêmes dans nos discours, nos analyses, nos retours d'expérience, nos obsessions, nos recherches, nos fantasmes, nos poésies pourquoi pas, croiser les jeux vidéo avec nos parcours. Il devient nécessaire que nos approches du média soient aussi riches et diverses que le média lui-même. Nous ne sommes pas le joueur de jeux vidéo que la télévision et le marketing aiment tant, nous sommes chacun un joueur, unique avec sa sensibilité propre. Et si on jouait différemment pour parler des jeux vidéo différemment, et refléter la réalité multiple des jeux vidéo et des joueuses et des joueurs?